Bonjour et bienvenue à l'Académie de la Transparence. Je vais vous accompagner durant cette capsule au sein de laquelle nous aborderons la notion de double matérialité, principe central de la CSRD. Pour partir tous au même niveau, je vous rappellerai les principes clés pour en construire le contenu, puis je vous donnerai nos recommandations de publication pour réussir une démonstration claire pour vos lecteurs. Nous garderons toujours en tête que cette analyse est la porte d'entrée de votre rapport durabilité pour permettre à un lecteur de comprendre votre réflexion stratégique autour des enjeux ESG. Tout d'abord, une question générale. La double matérialité, est-ce que c'est un nouveau concept? Eh bien non, pas vraiment. Sans toujours en avoir conscience, la plupart des entreprises françaises analysent déjà leurs enjeux environnementaux et sociaux selon cette approche. Mais la CSRD offre une véritable nuance dans l'approche des parties prenantes et la notion d'impact. De plus, elle apporte une méthodologie plus détaillée avec un niveau d'information plus exigeant. Et tout ceci est décrit dans la norme ESRS 1. Alors, qu'est-ce que ça change à vos publications? Avant, pour les 72% d'entreprises qui publiaient une matrice de matérialité, la description de la méthodologie, qui est indispensable à sa compréhension, se résumait à ça. 2 ou 3 paragraphes de narratif, tout au mieux. Demain, la description de la méthodologie devra ressembler à ça. Plutôt 2 ou 3 pages dans lesquelles l'entreprise va détailler les informations qui permettent de renforcer la confiance dans les résultats de cette analyse de double matérialité. Ou encore, avant, le lien entre la matrice et les enjeux de la démarche RSE adoptée par l'entreprise n'était pas toujours totalement aligné. Il n'était donc pas évident de comprendre que c'était l'analyse de matérialité qui avait conduit à structurer la démarche RSE. Après, seuls les enjeux matériels devront faire l'objet d'une publication. Votre lecteur disposera ainsi de toutes les notions utiles sans tout le bruit périphérique qui noie l'information vraiment importante. Est-ce qu'en face de chaque enjeu, il y a une politique et des plans d'action pertinents? Alors, vous vous demandez certainement comment faire pour valoriser votre démarche auprès de vos parties prenantes tout en répondant à la réglementation. Eh bien, pour vous l'expliquer, nous allons procéder en 2 étapes. Premièrement, un rappel de la définition de la double matérialité en insistant sur les points essentiels pour que le fond soit au bon niveau. Deuxièmement, nos recommandations pour rendre cette intelligence accessible à vos lecteurs. C'est parti. Concrètement, c'est quoi un enjeu matériel? Eh bien, il s'agit soit d'un impact significatif, bénéfique ou préjudiciable à l'entreprise, soit d'un risque pour ses activités, soit d'une opportunité à saisir. Analyser les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, selon le principe de la double matérialité, cela signifie que l'on va identifier les enjeux les plus importants pour l'entreprise. On parle ici des enjeux dont elle doit se préoccuper en priorité, compte tenu de son métier et de sa façon de l'exercer bien sûr. Pour cette identification, on va analyser les enjeux selon 2 points de vue, d'où le terme de double matérialité ou de double importance relative. Ces 2 points de vue sont la matérialité financière et la matérialité d'impact. Examinons tout d'abord la matérialité financière. Il s'agit de l'analyse des risques et opportunités du point de vue de l'entreprise. Pour chaque enjeu, on va se demander s'il a ou peut avoir une incidence significative, que ce soit sur les performances financières présentes et futures, sur le compte de résultat, ou encore sur le bilan, la croissance ou même la valeur de l'entreprise. Par exemple, est-ce que ma consommation d'eau représente aujourd'hui ou peut devenir un frein pour mon activité? Passons maintenant à la matérialité d'impact. Dans ce cas, c'est l'impact significatif de mon entreprise sur la société ou sur l'environnement qui est examiné, qu'il soit réel ou potentiel.
Toujours sur cet exemple de l'eau. Vous pourriez vous demander, est-ce que mon usine est située dans une zone où ma consommation d'eau risque de porter préjudice aux riverains, aux entreprises, aux zones naturelles alentours ou à la nappe phréatique? Quoi qu'il en soit, cet impact doit être envisagé, qu'il ait ou non des conséquences financières pour l'entreprise. Si la réponse est oui à l'une de ces deux questions, alors l'enjeu consommation d'eau est matériel pour mon entreprise. Il représente soit un risque, soit une opportunité, soit un impact. Cela explique que dans les normes ESRS, les enjeux ESG sont désignés par l'acronyme IRO pour Impact, Risque, Opportunité. Alors, en quoi cette approche en double matérialité est importante pour l'approche ESG de l'entreprise? C'est très simple. Si un enjeu est matériel, cela va avoir deux conséquences. La première, la plus importante, est stratégique. Si un enjeu est matériel, cela veut dire que je dois m'en préoccuper et mettre en œuvre des moyens suffisants pour apporter des solutions, saisir des opportunités ou adapter mon activité en conséquence. La seconde, et c'est celle qui nous intéresse ici, c'est un impact sur les obligations de reporting. En effet, la CSRD précise que si un sujet est identifié comme matériel, alors l'entreprise doit décrire dans le rapport ses intentions, ses objectifs, autrement dit ses politiques, ses plans d'action et ses résultats avec des indicateurs qui permettent de vérifier l'efficacité des plans d'action. Enfin, et surtout, c'est cela qui va intéresser vos lecteurs. L'intention est donc de centrer le rapport sur ce qui compte vraiment et d'éviter le fameux greenwashing. Prenons un exemple. Vous êtes une société de consulting en stratégie et vous avez installé des ruches sur le toit de votre siège en centre-ville. C'est sans doute une bonne chose, mais compte tenu de votre activité de consulting, ce n'est pas un enjeu matériel et cela n'aura pas sa place dans le rapport de durabilité. À l'inverse, si vous êtes une société industrielle et que vous ne parlez pas du traitement de vos déchets, votre rapport ne sera ni sincère ni complet, ça va se voir. Donc, pour votre direction générale, c'est très instructif de connaître en détail les sujets prioritaires sur lesquels elle doit mettre les moyens et pourquoi. Voilà à ce stade notre premier conseil pour vos lecteurs. Comme l'analyse de matérialité est la porte d'entrée du rapport, vous devez vous assurer qu'elle fait ressortir clairement les principaux impacts. Cela passera aussi par le choix des mots. Très bien, mais en pratique, on fait comment? La première étape, indispensable, est de coter chaque enjeu selon la double matérialité. C'est un travail que vous allez faire en réunissant toutes les directions de l'entreprise. Le but est d'apporter le plus d'objectivité possible dans la détermination de la matérialité avec des seuils bien définis. Ces derniers pourront être des seuils chiffrés, mais aussi des seuils qualitatifs. Autre point clé de la transparence dans vos travaux de préparation, le vocabulaire utilisé. Le nom des enjeux à évaluer est donné dans la norme ESRS 1 dans l'annexe AR36 et c'est ce vocabulaire uniquement qu'il faut utiliser. Par exemple, adaptation au changement climatique et non politique immobilière. Cela va faciliter la comparabilité des rapports. La granularité des enjeux à analyser est telle que l'on ne peut plus choisir les enjeux qui nous arrangent. On peut tout de même ajouter des enjeux spécifiques à son activité en attendant la publication des normes sectorielles courant 2024. Dernier point sur la réalisation de votre étude de double matérialité, il faudra réaliser une double cotation. Première cotation, la cotation des incidences financières qui portera sur la gravité et la probabilité d'occurrence. C'est la méthodologie de l'analyse de risque classique où l'on va s'efforcer de chiffrer l'ampleur des enjeux, mais de façon élargie, par l'horizon de temps, par la prise en compte de l'activité de l'entreprise, mais aussi de ses produits et de sa chaîne de valeur, et par la possibilité que l'enjeu soit une opportunité pour l'entreprise. La seconde cotation, celle de la matérialité d'impact. Là aussi, on va coter ces enjeux selon deux prismes. La sévérité, pour les impacts négatifs,
ou leur ampleur pour ce qui relève des impacts positifs et la probabilité d'occurrence. C'est sur ce point qu'il y a une différence par rapport à l'approche précédente. Avant, on consultait généralement ces parties prenantes dans une sorte d'enquête d'opinion. Aujourd'hui, il faut faire cette analyse d'impact en interne. Mais comme l'encourage la CSRD, nous vous recommandons de réaliser la consultation des parties prenantes, de préférence avant l'atelier de travail en interne. Cela permet d'enrichir les réflexions, d'autant plus si vous consultez les parties prenantes les plus impactées. Après la théorie, la pratique, ou comment valoriser votre information auprès de vos lecteurs. Pour apporter un maximum de crédibilité aux travaux de l'entreprise, nous vous recommandons de publier plusieurs contenus. Première recommandation, publier la cartographie des parties prenantes de l'entreprise. C'est important que les dirigeants et les utilisateurs du rapport se rendent compte des entités avec lesquelles l'entreprise a le plus d'interactions et d'interdépendances. Les parties prenantes, ce sont les entités qui pourraient être affectées par les décisions de l'entreprise, clients ou fournisseurs, ou au contraire l'affecter, comme les régulateurs. Ce sont aussi les utilisateurs du rapport, les investisseurs ou encore les ONG. À noter, et c'est important, qu'une entité comme la nature n'a pas besoin d'être représentée par une association ou un organisme quelconque. L'entreprise doit réfléchir à son impact en cédant des publications scientifiques comme celles du GIEC ou des agences de l'eau par exemple. La manière la plus informative de représenter les interactions avec les parties prenantes est une matrice qui croise l'influence du groupe et la dépendance du groupe à ses parties prenantes, comme dans l'exemple ci-contre. Deuxième recommandation, décrire la démarche d'analyse et les seuils de matérialité. Il faut détailler. Il faut convaincre de la rigueur et de la solidité. Par exemple, qui a contribué à l'analyse en interne? Quelles ont été les parties prenantes consultées ou prises en compte? Par quels moyens ces parties prenantes ont-elles été consultées? Enquête, référentiel scientifique ou autre. À ce stade, des données chiffrées sont évidemment les bienvenues. Vous avez à l'écran un exemple de bonne pratique. L'entreprise a détaillé la pondération qu'elle a donnée à chaque type de partie prenante, le mode de dialogue et les 3 enjeux prioritaires qui ont été mentionnés lors des enquêtes. Il faut détailler, comme ici, comment sont définis les seuils de cotation, critiques, importants ou encore informatifs. Là encore, des données chiffrées sont bienvenues. Sinon, il faut préciser les niveaux d'appréciation. Par exemple, un enjeu qui présente une ampleur nationale ou internationale pourrait être critique, alors qu'un enjeu d'ampleur locale, sans amende et conforme au seuil autorisé, sera coté comme faible. Troisième recommandation, synthétiser les résultats. On va représenter les enjeux matériels sous 2 formes complémentaires. La première représentation sera sous la forme d'une matrice de matérialité ou plusieurs, si l'entreprise a plusieurs métiers avec des enjeux différents. Rien de nouveau dans cette représentation. En abscisse, la matérialité financière et en ordonnée, la matérialité d'impact, le degré de matérialité étant représenté par le positionnement au sein de la matrice. Tous les enjeux qui figurent dans la matrice de matérialité sont considérés comme plus ou moins matériels et feront donc l'objet d'un reporting dédié dans le rapport. La seconde représentation présentera les mêmes informations, mais sous l'aspect d'un tableau de synthèse des enjeux matériels avec leur degré de matérialité financière et d'impact. La bonne pratique est de présenter les deux, ce sont des informations ou des illustrations qui sont complémentaires. Quatrième et dernière recommandation, publier les enjeux non matériels. La recommandation est de les présenter comme ci-contre sous forme d'un tableau récapitulatif. Vous reconnaissez ici la liste des enjeux de la norme ESRS 1, annexe 16. Vous pouvez fournir une courte justification pour expliquer le caractère non matériel. Attention, si le changement climatique est jugé non matériel, il faudra au contraire et de manière obligatoire une justification détaillée.
Cet exercice de transparence évitera à votre lecteur de chercher une information qui n'est pas développée dans le document. Voilà pour ce tour d'horizon de la double matérialité qui va déterminer le contenu de votre rapport de durabilité. La démarche d'analyse est riche d'enseignements à la fois pour les équipes qui la réalisent et pour les décideurs de l'entreprise. Elle permet de se rendre compte en détail des conséquences des enjeux RSE sur le modèle économique et donc sur la stratégie. Vous avez d'autres questions sur la CSRD ? Vous vous demandez par exemple quelles informations vous devez publier et comment faire pour qu'elles aient de l'impact. Retrouvez-nous dans le module Gouvernance ESG ou comment démontrer que les instances dirigeantes sont à même de suivre et piloter les enjeux RSE et dans le module traitant du plan de transition climatique. À très vite.